Bonjour, c'est Alexandrine Lirola et je vais vous faire une petite présentation de mon sujet, donc la ruralité. Et donc mon rendu écrit s'appelait Ruralité et représentation. Donc juste pour contextualiser un peu, je me suis penchée sur le sujet de la ruralité parce que je voulais continuer dans la lancée de l'écrit que j'avais fait l'année dernière en anthropo aussi. Euh, J'avais étudié le livre Les mots, la mort de l'essor de Jeanne Fabré-Sada qui traitait plus de la sorcellerie dans le bocage en Normandie. Et si je me suis penchée sur ça pour commencer, c'est parce que j'ai de la famille en Normandie, des agriculteurs. Et, euh, et je voulais me pencher en fait sur ce sujet de la ruralité, même l'année dernière, même si ça m'a mené vers d'autres questions, du langage. Voilà, mais c'est un sujet du coup que je voulais approfondir et je voulais préciser en fait cet attachement un peu presque affectif à ce sujet parce que je pense qu'il a défini certaines de mes observations. Enfin, influencé. Donc voilà, juste pour préciser aussi, mes sources sont plus françaises. Je me suis plutôt documentée en France au moment où je travaillais sur ça. Et j'ai eu plutôt affaire à des données statistiques, des livres de sociologie. Donc j'ai surtout dû questionner les interprétations des auteurs, j'ai dû un peu regarder leur background politique, voilà, pour me faire une idée des choses. Et il y avait surtout, enfin il y en a un que j'ai abandonné complètement, il était un peu facho, et il y en avait un que j'ai gardé quand même parce qu'il avait pas mal de données, et lui par contre il est plus genre macroniste, tout ça. Du coup voilà, c'est un peu ce genre d'observations que j'ai dû, du coup, qui m'ont permis d'avoir un regard critique aussi sur l'interprétation des chiffres aussi, vu que j'ai eu beaucoup affaire à des données statistiques, voilà. Enfin, des interprétations de données statistiques par des auteurs, en fait, qui sont tous issus de milieux politiques un peu quand même penchant vers la droite, généralement. Euh, donc voilà, alors déjà on va définir le mot rural dont j'ai placé l'origine en 1350. Donc par définition, il s'oppose à ce qui est urbain, mais il a plein de définitions. Enfin en particulier là, donc il y a rural, non de déclinaison pardon. Donc en particularité 1, 2, 3. Donc par exemple ruralité, donc ça c'est les caractéristiques de la vie à la campagne. Il y a ruralisme, c'est l'idéalisation de la vie à la campagne. Donc en fait, en conclusion, le mot rural, il n'a pas de valeur juridique, il a une valeur symbolique en fait, et il est porteur d'image. Et donc c'est pour ça que j'ai focalisé mon étude en fait sur ruralité et représentation, parce que c'est vers cet aspect-là du mot que je voulais me pencher. Voilà, cette question de représentation. Euh, donc voilà. Je vais commencer avec une espèce. J'ai essayé de faire une espèce de d'historique en fait de ces représentations. Quand est-ce que l'opposition en fait entre les deux a commencé? Pourquoi? À quoi c'est lié? Euh, comment dire? Je pourrais commencer cette historique d'après donc un des auteurs que j'ai lu qui s'appelle Jean Viard dans un ouvrage de vulgarisation où il s'adresse à un jeune campagnard. Euh, il place cette opposition euh, disons, à l'arrivée tardive de l'éclairage dans les campagnes. Donc apparemment l'éclairage a mis beaucoup plus de temps à arriver dans les campagnes que dans les villes. Il dit même 30 ans, et du coup il y a d'abord eu un écart technique qui a fait qu'on a considéré les villages comme des lieux sombres. Donc on connaît aussi l'importance de l'image de la lumière en France, voilà, on aime bien ça, les ampoules, tout ça. Euh, Puis ensuite, pendant l'industrialisation, il y a eu un exode rural vers les usines qui étaient en périphérie des villes. Pour citer un exemple, on disait aux femmes, donc qu'on voulait attirer dans ces usines pour travailler, on disait aux femmes que l'amour il était mieux en ville, que les citadins ils étaient plus propres, tout ça. Puis pendant la Première Guerre mondiale, il y a un gros, enfin comment dire, la Première Guerre mondiale elle freine beaucoup la natalité dans les campagnes, pendant qu'en fait Paris se dynamise complètement. On connaît Paris de l'entre-deux-guerres. Euh, et ensuite, je me suis penchée sur. Donc voilà, ça donne une petite idée. Déjà, il y avait beaucoup, comment dire.
c'est par les écarts techniques et différents événements historiques, quoi, qu'il y a un écart vraiment qui s'est fait dans les représentations du milieu urbain et du milieu rural. Et ensuite, je me suis surtout arrêtée sur quelque chose qui m'a l'air, qui m'a l'air vraiment propre à la France, parce que dans mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait une grosse appropriation en fait de ce sujet-là, de la représentation de la ruralité par les politiques, parce que après un cycle de révolution qui est né dans les villes, par exemple la Commune en 1870, la Troisième République, elle s'est engagée à protéger la paysannerie française. Donc l'auteur qui disait ça, en gros, voilà, dit qu'en fait la Troisième République a protégé la paysannerie française dans le but de la valoriser et de calmer un peu les citadins. Et voilà, et d'enraciner en fait, d'enraciner la République dans les campagnes. Sauf qu'en 1932, donc il y a eu tout un, donc Marianne qui sème le blé et tout ça, l'image de la campagne française, la France paysanne, tout ça, ça viendrait un peu de ce moment-là. Et alors qu'en 1932, il y a un recensement qui démontre que les villes en fait sont plus habitées que les campagnes. Et en fait, ce recensement, cette conclusion a été, cette observation a été perçue par beaucoup comme une trahison. Et en fait, le fascisme français s'en est emparé de cette image de trahison. Et donc il y a Pétain, il était suivi par les chemises vertes qui étaient des fachos paysans en fait. Et on peut même le citer, Monsieur Pétain, qui dit la terre, elle, ne ment pas. Voilà, du coup il y avait toute cette appropriation de cette idée de trahison, la ville contre la campagne, on nous a abandonnés, on a abandonné les paysans. Et voilà, par des fachos, voilà. Et je pense qu'on associe toujours un peu cette idée de fierté paysanne à une certaine extrême droite. Tandis que lui, De Gaulle, ensuite, quand il arrive au pouvoir, il a modernisé les campagnes, il a changé les modes de vie, il a vraiment poussé à une grosse industrialisation de l'agriculture. Les modes de vie ont changé de manière très significative parce que, il poussait les jeunes mariés à non plus, comme la tradition le voulait avant, à aller s'installer dans la ferme des parents du mari et à reprendre l'entreprise. Il les poussait à ouvrir leur propre ferme en leur permettant d'acheter plus, d'innover vraiment la production et de s'adapter à de nouvelles méthodes de production, voilà. Donc voilà, c'est vraiment deux images très différentes, et puis on dirait, j'ai même trouvé dans mes recherches des auteurs qui disaient que l'industrialisation de l'agriculture a tué la notion de communautarisme rural. Donc voilà, il y a vraiment deux visions, deux appropriations vraiment du monde rural et des images qui l'entourent par la politique. Voilà. Donc voilà, c'est ça ma conclusion, que la paysannerie c'est vraiment une image qui est forgée aussi non seulement par des faits historiques, des faits techniques, des évolutions techniques, mais aussi par la politique en fait, par les politiques. Ensuite, plus rapidement, on peut noter que dans les années 60, 80, donc c'est l'après-guerre, les mœurs changent vraiment, et puis la campagne ça devient plutôt l'endroit où on va pour fuir les troubles citadins. C'est un endroit où on va se ressourcer. On est encore aussi attaché à la campagne comme berceau de la résistance, parce qu'on pense aux maquisards, tout ça. Donc il y a cette espèce d'image positive. Mais globalement, en fait, l'évolution, les changements de mode de vie, à la campagne et la mondialisation, les écarts en fait de mode de vie et de culture en fait entre les deux milieux petit à petit s'amenuisent vraiment, et c'est Monsieur Jean Viard qui affirme que nous sommes tous rurbains. En fait, il y a ce mot, il cite ce mot, c'est rurbain, c'est urbain et rural à la fois. Sauf que il illustre cette affirmation par
l'idée que voilà, qu'on regarde, qu'à la campagne, on regarde les mêmes séries télé qu'en ville, on consomme la même nourriture, on va dans les mêmes supermarchés. En fait, je trouve il appuie beaucoup cette idée de rapprochement des mœurs sur les rapprochements de nos mœurs de consommation, en fait. Et globalement, c'est vrai. Enfin, je pense que quand on oppose la campagne et la ville aujourd'hui et la campagne et la ville, je sais pas, au 19e siècle ou au 18e siècle, je pense que les écarts sont vraiment, vraiment moins importants. Mais mais du coup, ce contexte de vraiment globalisation, mondialisation, et puis il faut se dire que Monsieur Jean Viard, hein, qui cite la rurbanité, c'est un monsieur qui, voilà, il aime bien Macron, tout ça. Et du coup, ça m'a poussé en fait à me demander, mais en fait, cette globalisation des modes de vie, ce rapprochement des modes de vie comment dire, qu'on a tendance à louer en fait, parce que c'est bien, tout le monde vit bien, tout le monde a de la thune. Mais est-ce que c'est vraiment si désirable que ça, sachant que ça omet aussi des choses que moi je vois dans ma famille, les coups durs, enfin, comment dire, le, le, le contexte, pardon, le contexte politique dans lequel on peut parler de globalisation, c'est pour moi le contexte politique qui met en place des, des conditions en fait de vie et de travail invivables en fait pour les agriculteurs, et c'est ce dont moi je témoigne dans ma famille directement depuis la crise du lait. Voilà, donc je me demandais si dans ce contexte de la mondialisation, ce rapprochement des modes de vie en fait c'est vraiment, enfin oui, ok, c'est bien que tout le monde vit bien, mais est-ce que c'est vraiment désirable en fait? Et est-ce qu'il serait pas désirable de conserver les spécificités de chaque milieu en fait, que chaque milieu conserve. Enfin bref, je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Je me perds un peu, c'est difficile de parler à un téléphone. Donc ensuite j'ai recensé quelques œuvres en fait qui sont pour moi des représentations qui sont plus en accord avec la réalité que je connais. Donc en BD on peut parler des Ignorants de Étienne Davodo, c'est donc Les Ignorants, le récit d'une initiation croisée. Donc c'est l'histoire d'un auteur de bande dessinée, donc l'auteur même, qui rencontre un vigneron, et tous les deux en fait échangent leur savoir. Le dessinateur va parler de BD au vigneron et le vigneron va lui apprendre à faire du vin en fait. Et le but c'est pas du tout d'essayer de prouver que ils sont pareils, génial, tout le monde a la même culture, qu'est-ce que c'est bien mais c'est plus de vraiment justement réaffirmer leur, non seulement leur différence, mais juste leur singularité et toute la richesse de la culture de l'un et l'autre en fait, et pas essayer de faire croire qu'ils sont pareils parce que c'est pas vrai, mais c'est ça qui est beau, non? Voilà, et voilà, il y a aussi le film Au nom de la terre qui est sorti l'année dernière, je dirais, qui lui, bon, est un peu plus dans le pathos, mais euh, qui est vraiment une grosse accusation politique, enfin qui témoigne quand même de la grosse difficulté d'être paysan actuellement, quoi. Donc qui me paraissait un peu plus réaliste en fait niveau représentation, qui correspondait plus à ce que moi je voyais à la campagne. Puis en littérature, on peut penser à René Char, pour qui la ruralité c'est le souvenir, c'est la résistance. Il y a Giono, pour qui la campagne, la ruralité, c'est un lieu de liberté. Il a même écrit une lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, dans laquelle il loue vraiment la richesse, entre guillemets, supposée, qu'il suppose vraie des paysans face à une richesse fausse qu'on essaierait de leur vendre. Puis il y a des documentaires aussi, Mjölk, la guerre du lait, c'est suédois si je ne m'abuse, il y a La vie moderne de Depardon. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi faut pas, je me mine pas il y a quand même une pluralité des discours et des représentations de la ruralité, et je pense que c'est important de sortir un peu de cette binarité française. Enfin, oui, on a un peu le choix entre la binarité et la globalisation, et une globalisation que je ne pense pas forcément ni honnête ni désirable.
Donc en conclusion, ce que je me demande, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'il y ait une certaine conservation d'une identité paysanne dans le cadre en fait d'un certain rapport à la nature, parce que pour moi en fait c'est ce rapprochement des modes de vie dont on se réjouit totalement. Pour moi c'est un peu, ça traduit un peu une volonté de penser les plaies de réalité beaucoup plus violente en fait, et je me demande si en fait ouais, la fierté d'une certaine identité paysanne et d'un certain rapport à la nature, c'est quelque chose qui est souvent en fait associé, à tort ou à raison, à une certaine extrême droite des campagnes. Mais je pense qu'en fait c'est quelque chose qu'on devrait vraiment repenser, réinventer, enfin réinventer de quoi je me mêle, mais vraiment peut-être réaffirmer, repenser dans le contexte de la mondialisation, tout ça. Et puis on pense à tous les auteurs, les écoféministes qui veulent aussi se réapproprier ce rapport à la nature, et je pense que en fait les paysans c'est des gens qui sont directement touchés par ces questions, et, voilà, je pense que c'est des questions à se poser, et de nouvelles choses à inventer. Voilà, j'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'à maintenant. Merci pour votre écoute, à très bientôt, force et vitamines.